Bonjour à tous, il s'appelle Gilles de Rais, maréchal de France, considéré comme l'un des plus grands psychopathes de la fin du Moyen-Âge. Il faut dire qu'il n'a pas fait dans la dentelle. On parle de 800 enfants victimes de ces pulsions sexuelles sadiques et satanistes, avec un haut degré de raffinement dans la perversion, s'il vous plaît. Alors, en plus, le monsieur était un compagnon d'armes très proche de Jeanne d'Arc, du coup, ça a juré au tribunal. Ange, démon, peut-être même les deux, qui sait. Il est le personnage historique derrière Barbe Bleue. Mais là encore, la réalité a largement dépassé la fiction. On voit ça tout de suite. Gilles de Montmorency-Laval, plus connu sous le nom de Gilles de Rais, est un chevalier et seigneur de Bretagne, d'Anjou, du Maine, d'Angoumois, du Poitou et baron de Rais. Tout ça pour lui. Bon, vous verrez que les titres vont avec la puissance du personnage. En fait, il descend de grandes familles féodales, avec l'argent qui accompagne. Au décès de ses parents, Gilles et son petit frère René sont élevés par leur grand-père, Jean de Craon. Et c'est tout sauf un papy gâteux. En fait, l'homme utilise la violence pour arriver à ses fins et c'est exactement ce qu'il apprend à son petit-fils. En gros, il lui laisse faire ce qu'il veut, parce que la fin justifie les moyens. Prenons par exemple le mariage de Gilles de Rais. Jean de Craon tente de contracter des fiançailles pour son petit-fils avec deux jeunes riches héritières, mais ça ne marche pas. Alors, il se rabat sur une cousine, Catherine de Thouars. Sauf que deux obstacles majeurs s'opposent à cette union. D'abord, ils sont cousins au 4e degré, donc à l'église, ça ne passe pas. Et ensuite, des litiges opposent les deux familles. Gilles enlève sa cousine et l'épouse dans une chapelle sans publication de ban. Voilà, en mode Roméo et Juliette, mais nous, on a réussi notre coup. Entre annulation et autorisation, les deux tourtereaux obtiennent gain de cause. Ils auront une fille, Marie. Oula, ce garçon n'a jamais fait dans la dentelle. Il a kidnappé sa propre belle-mère pour une question d'héritage. À sa mort, Jean de Craon laisse une immense fortune à Gilles de Rais, de nombreux châteaux et des terres s'étendant jusqu'à la mer. Il devient du jour au lendemain un chevalier, un seigneur absolument intouchable, ce qui expliquera bien des choses par la suite. Alors, il ne se fera pas que des amis, bien sûr. Parmi eux, le duc de Bretagne est le roi. Sauf que lui, il ne la ramène pas trop, parce que les Anglais sont partout sur le territoire et au final, il n'est que le roi de Poitiers. Alors, des brutes argentées comme Gilles de Rais, il en a besoin. Le futur Charles VII en fait un chef de guerre et pour le maintenir à la cour, lui promet le titre de maréchal. À moins que ce ne soit les nuits de débauche qui le retiennent. Il menait une vie bien huilée jusqu'au jour où une jeune fille, une certaine Jeanne, se présente à la cour. Elle vient avec un message divin pour le gentil dauphin. Il sera roi. Pour Gilles de Rais, c'est un électrochoc. Pour ce psychopathe obsédé par la pureté, Jeanne d'Arc en est l'incarnation. Il devient rapidement son fidèle bras droit, la pucelle d'Orléans. Il en est fou amoureux. Mais attention, d'un amour pur, chaste. Il est à ses côtés, au sacre de Reims, tenant dans sa main la sainte ampoule de Clovis. Devenu enfin maréchal, il suivra Jeanne envers et contre tout, lançant même une expédition secrète pour la sauver. En vain, Jeanne est brûlée, le plongeant dans la démence. Complètement dégoûté par la vie, il retourne sur ses terres. Est-ce que c'est cet épisode traumatisant qui l'a poussé à commettre l'horreur absolue avec des enfants? Eh bien, on ne le sait pas. Parce que dans le fond, les femmes, ce n'était plus trop son truc. D'ailleurs, son épouse, elle ne vivait plus avec lui depuis un moment. Il reprend peu à peu goût à l'existence en se focalisant sur son saint graal personnel, la quête de la pureté. Alors, devant le monde, il joue les dévots. Non, il pensait vraiment être dévot. Un peu trop prodigue, ceci dit, le dévot. Il étale sa magnificence en organisant des pièces de théâtre aux décors et aux costumes somptueux. Il éclabousse tout le monde de son succès et de ses fastes, suscitant à la fois jalousie et envie. Sa bibliothèque est connue jusqu'en Russie. Il entretient une collégiale qui ferait rêver n'importe quel évêque, sans parler de sa chapelle, de ses orgues, de ses chœurs, bref.
de quoi faire enrager le duc de Bretagne. Et Gilles de Rais ne sait pas gérer l'argent de Papy Craon. Et qui oserait se plaindre au roi de celui qui a financé toutes ses campagnes militaires, ouais. Par contre, en secret, le maréchal de 22 ans s'adonne aux sciences occultes. Oui, la pierre philosophale qui peut transformer le plomb en or, ce serait sympa pour ses affaires et il s'entoure de parfaits charlatans. Les expériences pour faire apparaître le diable tournent toujours à la catastrophe. Même s'il n'arrive pas à avoir un dîner aux chandelles avec Satan, il dit sentir sa présence. Et en parallèle, le matin, eh bien, lui, il fait ses messes avec sincérité à Dieu. Oui, parce qu'en fait, il est dans une optique de ménager la chèvre et le chou. Alors, c'est bien, sauf que les occultistes comme Prélati et ces hommes de main, ça a un coût qu'ils dépensent beaucoup. Et dans cette ambiance, il commence de plus en plus à écouter la voix de ses pulsions coupables. Gilles de Rais est seul face à lui-même. Son épouse, Catherine, vit à Pouzauges avec leur fille. Et quoi qu'on en dise, Jean de Craon était un tuteur capable d'empêcher certains penchants. Gilles de Rais est fasciné par les anges, un symbole de pureté par excellence. Et pour lui, les enfants les incarnent le mieux sur terre. Ah oui, sauf qu'il ne trouve pas son plaisir dans l'écoute ou dans la vue de ceux-ci. Non, non. Lui, c'est dans l'acte de la souillure de cette pureté. C'est un pédophile sadique. Il va trouver la meilleure excuse pour enfin passer à l'action. Les occultistes sont formels. Pour que le diable l'exauce, il doit soit donner son âme, soit faire des offrandes. Enfin, perdre son âme, vous n'y pensez pas. Alors, il va se faire plaisir, tout en faisant plaisir à Satan, Belzébuth et compagnie. C'est ainsi que commence l'une des plus grandes séries de crimes connues à ce jour. Durant 8 ans, de 1432 à 1440, les parents de l'Anjou, de la Bretagne et du Poitou vivent dans la terreur. Leurs enfants disparaissent les uns après les autres sans laisser de traces. Ceux qui sortent de l'école et vont jouer ne reviennent jamais. Les parents prient, crient, pleurent en vain. La raison de ces crimes est totalement inexpliquée. Alors, il se murmure que tout ceci est la faute de méchantes fées. Durant ce temps, dans ses châteaux de Tiffauges, de Champtocé, de Machecoul ou dans son hôtel de la Suze, eh bien, Gilles de Rais s'adonne à ses pulsions sexuelles sadiques et meurtrières sur des enfants qui, parfois, n'ont à peine que 6 ans, obligeant ses complices à y assister. Une vieille femme est de cela, Pierrine Martin, dite la Méfraie. Alors, c'est elle la rabatteuse du groupe. Elle attire les enfants qui se font capturer par 3 gaillards. Ensuite, Gilles de Rais assouvit toutes ses pulsions avant de procéder au sacrifice d'usage et on se débarrasse des corps en les faisant brûler. Voilà, tout ce petit stratagème marchait bien jusqu'à ce que Gilles de Rais, ruiné, commette 2 erreurs qui vont lui coûter cher. Bon, le maréchal a vendu un château à Geoffrey le Ferron, trésorier et homme de confiance du duc de Bretagne. Alors celui-ci confie l'administration de son bien à son frère, Jean le Ferron, clerc tonsuré. Mais voici que le maréchal de Rais veut récupérer le château pour le revendre à un cousin. Alors Jean le Ferron s'y oppose. Logique. En bon sanguin, Gilles de Rais pénètre en armes avec ses hommes dans l'église où officie Jean le Ferron, l'insulte et l'oblige à partir avec lui jusqu'au château où il l'y incarcère. Gilles de Rais, l'intouchable, vient de profaner un lieu sacré et de porter main à un homme d'église dans le diocèse de l'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, l'influent chancelier du duc de Bretagne. Il voulait sentir l'odeur du soufre, mais il ne va pas être déçu du voyage. Sa deuxième erreur, c'est qu'il s'enhardit un peu trop, allant jusque dans les villes récupérer ses proies chez leurs parents, promettant une vie meilleure pour l'enfant en tant que choriste. Alors là, les disparitions commencent à être de plus en plus visibles et Jean de Malestroit diligente une enquête. Et les enquêteurs font rapidement le lien avec Gilles de Rais puisque les enlèvements ont lieu au fil des déplacements du maréchal dans ces domaines. Finalement arrêté par le capitaine d'armes Jean Labbé le 15 septembre 1440, il se laisse conduire sans résistance jusqu'au château de la Tournoire à Nantes où il est interrogé avec d'autres complices. C'est le début d'un procès
haut en couleur. Le premier jour, l'accusé arrive dans la salle calme et hautain. Oui, c'est un peu normal parce que ses juges sont aussi ses débiteurs. Alors, il va tout nier avec suffisance et les récuser. Requête rejetée, l'accusé aurait dû le faire par écrit. Ni les témoignages des parents, ni les preuves matérielles ne l'ébranlent. Il reste sur ses positions et le premier jour du procès, il s'en sort bien, mais il oublie que les juges sont plus rusés que des renards. Au deuxième jour, après la lecture des chefs d'accusation, eh bien Gilles de Rais insulte tout le monde. Le tribunal lui annonce une bonne nouvelle. Il est excommunié. Bam! L'accusé s'effondre. C'est à ce carrefour qu'il l'attendait. L'excommunication vous prive du salut de votre âme, bien sûr, hein, mais socialement, vous êtes fini. N'importe quel gueux pourra vous tuer sans aucun risque. Ils ont tapé Gilles de Rais là où ça fait vraiment mal, hein, parce que en plus, ce sataniste, il y tient à son âme, il veut aller au paradis, il y croit. À la reprise du procès, il passe à table avec tellement de détails sordides qu'horrifié, le tribunal recouvre le crucifix de la salle pour que Jésus n'en entende pas plus. Il est condamné à être brûlé vif avec 2 de ses complices et se profile une fin aussi surprenante que légendaire. Le 26 octobre 1440, Gilles de Rais est conduit avec ses 2 complices en place de Grève. Ceux-ci lui baisent la main tandis qu'il s'adresse aux parents de ses victimes, leur demandant de prier pour lui. Son excommunication a été levé et sa famille a payé pour qu'il soit discrètement étranglé avant de passer sur le bûcher. Alors d'ailleurs sur le bûcher, son corps ne sera que légèrement léché par les flammes. C'est une faveur grassement payée, hein, parce que le jour du jugement, il aura un corps et ça c'est très important. Il sera inhumé en terre d'église alors que ses 2 comparses n'ont pas eu cette chance, hein. Mais le plus surprenant, c'est que les parents des victimes vont se mettre à prier et à pleurer pendant toute l'exécution. Ne soyez pas surpris, c'était une pratique courante à cette époque, hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci, vous êtes arrivés jusqu'au bout, ça mérite du thé et des shortbread. J'ai du café aussi, hein. Allez, bye bye.